Selon une étude récente de PwC, 60% des dirigeants français pensent que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. Alors, dans un contexte où 6 limites planétaires sur 9 sont déjà dépassées, où 2/3 de la planète pourrait manquer d'eau en 2025 et où 40% de la population vit sous un régime autoritaire, oui, les entreprises ont un rôle à jouer et leur modèle d'affaires doit nécessairement évoluer pour avoir un véritable impact sur leurs parties prenantes. Au-delà d'être rentables, les leaders de demain sont ces entreprises qui auront su tisser un lien de confiance unique avec leurs parties prenantes. Ce lien, c'est ce qu'on appelle leur capital social. Je suis Nathalie Descoux, fondatrice du cabinet de conseil en stratégie d'avenir Nadvise. Mon rôle, aider les dirigeants et dirigeantes d'entreprises à renforcer durablement leur leadership grâce à l'innovation en modèle d'affaires. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui, par vision, conviction ou tout simplement pour une question de survie, ont repensé le modèle d'affaires de leur entreprise ou leur industrie pour le rendre plus durable. Quel a été leur détonateur ? Comment ont-ils fait ? Quel impact sur leurs parties prenantes ? Quelle valeur cela a-t-il créé pour l'entreprise ? Ensemble, nous découvrirons les business models du futur et tenterons de vous inspirer pour que vous aussi, vous transformiez votre entreprise, votre marque ou encore votre direction en vue de générer plus de valeur et plus d'impact pour vos parties prenantes. Vous écoutez Capital Social, le podcast qui décrypte les business models du futur. Bienvenue! Cet épisode est un petit peu particulier. Effectivement, la conversation était tellement passionnante avec Brigitte qu'elle a duré pratiquement 1h30. Et donc, pour coller au modèle de Capital Social, on a décidé de vous offrir 2 fois plus d'épisodes. Vous avez donc 2 parties et la première partie, c'est maintenant. Bonne écoute! Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, à ce micro, pour ce 6e épisode de Capital Social, j'ai l'immense plaisir de recevoir Brigitte Borja de Mozota. Née en 1945, Brigitte est une référence internationale dans le domaine du design management. Après une formation en sciences économiques et en anglais, elle débute sa carrière dans l'industrie, notamment au sein du grand magasin Le Printemps, comme acheteuse en mode et décoration, avant de se tourner vers la recherche et l'enseignement supérieur. Elle soutient en 1985 la première thèse française consacrée au design en sciences de gestion à l'Université Paris 1, marquant ainsi une étape fondatrice pour la reconnaissance académique du design management en France et à l'international. Professeure et chercheuse à l'Université Paris-Nanterre, Brigitte a joué un rôle déterminant dans le développement de programmes universitaires dédiés à la gestion du design et à l'innovation. Elle a également contribué à la structuration de la discipline au niveau international en tant que membre du Board of Advisors du Design Management Institute à Boston et cofondatrice de l'European Academy of Design, EAD. Son ouvrage majeur, Design Management, traduit en plusieurs langues, fait aujourd'hui autorité et a permis de diffuser largement les concepts et outils du management du design auprès des étudiants, chercheurs et professionnels. Elle est également l'auteure de nombreux articles académiques et intervient régulièrement lors de conférences internationales. Consultante et directrice de la société Designance, Brigitte poursuit ses recherches sur la valeur stratégique du design pour les organisations, consolidant ainsi son statut de pionnière et d'experte reconnue dans le champ du design management. Brigitte, bonjour. Je suis absolument ravie de vous recevoir au micro de Capital Social. Merci sincèrement de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci Nathalie de l'invitation. C'est moi qui me sens honorée parce que je crois qu'il faut effectivement parler du design beaucoup plus dans la société à l'heure actuelle et parler en plus du caractère stratégique. Totalement là pour ça. Alors, Je vais commencer par une question un peu personnelle. Vous êtes l'une des pionnières, je l'ai dit, du design management dans le monde. Qu'est-ce qui vous a amené à vous y consacrer ? Alors, c'est le hasard de la vie, mais il y a des hasards qui donnent sens, quelque part, à votre vie. Parce que moi, je me suis retrouvée au bureau d'études, c'était mon premier job. Je me suis retrouvée au bureau d'études de ce qu'on appelait à l'époque la SAPAC, Printemps Prise Unique. D'accord. Et c'était au moment où
Il y avait des gens complètement pionniers qui après ont créé Mafia, les bureaux de style tels qu'on les connaît maintenant. D'accord. Et qui avaient été embauchés par un patron qui s'appelait Jacques Gueden. D'accord. Et qui avait lancé cette idée, enfin parmi les différentes idées, c'était d'ailleurs aussi sa femme, hein, qu'il y avait besoin peut-être de travailler avec ces nouveaux gens qui s'appelaient des designers, des stylistes, pour lancer des petits meubles vendus par correspondance dans les magasins prix unique. D'accord. Et donc, ces meubles étaient plutôt en plastique de couleur. Enfin, maintenant, ça fait de très belles ventes aux enchères et tous les gens l'achètent sur le design vintage. Mais mon rôle a été à l'époque de faire une étude pour les designers, de savoir comment les clients de prix unique allaient réagir par rapport à cette double innovation, qui était d'abord vendre des objets par correspondance. Donc, il y avait seulement l'objet qui était en exposition dans le magasin prix unique, mais il n'était pas vendu dans le magasin. Donc, c'était déjà une innovation. Et deuxième innovation, c'était quand même beaucoup de plastique orange, je crois. Ouais. Et donc, moi, ce qui était quand même rigolo, parce que j'étais quand même très gamine à l'époque, je suis arrivée, j'ai rencontré des gens que je trouvais formidables. Moi, j'avais jamais entendu parler du design. Je venais des mathématiques, de l'économie. Et c'est pour ça qu'on m'avait embauchée, parce que j'étais la reine des mathématiques. Et je devais faire une étude quantitative et qualitative sur cette innovation. Génial. Et donc, je suis arrivée devant ces designers que j'ose même pas nommer tellement quand j'y pense, j'avais quand même un peu de culot, quoi. Mais c'était pas du culot. À l'époque, c'était, non, c'est les statistiques qui racontent ça. Je dis, vous savez, les gens vont avoir du mal avec vous. Avec vos innovations. Hein. Parce que trop avancé Parce que trop avancé, ouais. etc., etc. Après, on en rigole parce que ma génération, finalement, a accompagné l'arrivée d'Habitat, de Terence Conran, etc. Mais vraiment, pour moi, je débarquais. Hein, puis j'avais l'espèce de certitude des mathématiques, quoi, quelque part. Et puis, après, 6 mois après, j'étais nommée acheteuse. D'accord. Et on m'a donné le rayon décoration. Alors, ça me fait toujours rigoler parce qu'à chaque fois que j'ai un cours et je raconte cette histoire aux étudiants, ils disent « Ah ben forcément, Mme Borja, on vous a donné le cours de décoration. » Je dis « Non, vous réfléchissez un petit peu là. On ne m'a pas donné parce que j'aimais le design. Non, le design, je venais juste de le découvrir là. » C'est intéressant. Et voilà, aucun étudiant l'a trouvé. D'accord. C'était l'étude. En fait, on m'a donné le rayon qui coûtait le plus cher en stock. D'accord, ok. Voilà. Okay. Donc je suis rentrée dans le design, finalement, par les mathématiques. D'accord. Et les achats, quoi, en fait. Et je dis aux étudiants, n'oubliez jamais que sans les mathématiques, je ne serais jamais rentrée. C'est intéressant. Voilà, okay. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et à l'époque, Jacques Gueden avait déjà recruté un certain nombre de designers, il y a peut-être 4 ou 5, et on avait, en fonction il y avait Printemps Maison, Printemps Mode, etc. Nous avions une équipe de stylistes qui étaient là, leur fonction, c'était de nous écrire des cahiers de tendance. D'accord. Mais seulement, ils étaient aussi au même étage que les acheteurs, dans le bâtiment de la rue de Provence, de la SAPAC. Et moi, je faisais rien pour se prospecter, hein, parce que là, c'est un rôle d'achat cool au printemps, c'est-à-dire que les gens, ils viennent à vous. Hein. Ouais. Okay. Donc, j'étais un peu comme mon papa médecin, il y avait la salle d'attente, quoi, et puis on me proposait des objets tous les mardis, enfin, vous voyez. Mais à partir du moment où j'avais résolu le problème des mathématiques, les premiers 6 mois, ça a été, d'accord, la gestion des stocks, là, on va quand même faire 2-3 trucs. Quoi. Ouais. Et que le rayon allait mieux au niveau, quelque part, de son efficacité des achats. J'avais quand même la compétition des Galeries Lafayette sur le même boulevard. Ouais. Et figurez-vous, sur mon bureau, tous les jours, j'avais le P sur X, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de mon rayon d'Haussmann et le chiffre d'affaires du rayon de Galeries Lafayette. D'accord. Alors, vous avez beau être gamine, mais vous finissez par comprendre que les jours où le P sur X était supérieur à 100, j'avais la paix totale. Et les jours où c'était en dessous, ils étaient tous sur mon dos. D'accord. Vous avez compris assez vite que mon rôle, c'était d'augmenter, pas seulement de diminuer le coût des stocks, mais peut-être aussi d'augmenter le chiffre d'affaires. Ouais, d'accord. Et donc... après, j'avais compris qu'on me donnait un cahier de tendance, je trouvais ça formidable, etc.
Puis je commençais à me dire, non, c'est vrai, dans notre rayon, il y a les tringles à rideaux d'un côté, le tissu de l'autre côté, les coussins du quatrième côté, etc. Les lampes encore dans un autre endroit, les miroirs dans un autre endroit, etc. Vous voyez quelle tendance, commençait à dire, oui, dans le fond, finalement, il y a une cohérence. Bien sûr. Et puis, pour moi, à l'époque, c'était le genre de truc, ça devait servir à la vitrine. Ouais. Hein. Après, voilà, en parlant juste avec Natacha, qui était la styliste qui nous était finalement attribuée, j'ai pris finalement l'habitude qu'à chaque fois que quelqu'un me présentait quelque chose d'un peu original, qui était peut-être trop cher, qui était peut-être encore mal foutu, etc., mais qui était peut-être une idée, Ouais. j'allais voir Natacha et puis je lui demandais son avis. Alors, elle a été sympa de répondre, parce que c'était pas sa fiche de poste. Ouais. J'ai dû quand même sacrément l'embêter. Mais je lui disais, on m'a présenté ça. Ça sera dans les 6 mois la tendance ou pas? Parce que si c'est le cas. Si c'est dans le cas, il vaudrait mieux que ça reste ici, que ça n'aille pas au Galeries Lafayette. Ouais. On est d'accord. Ouais. Ouais. Je suis rentrée par la compétition. Ouais, c'est intéressant. Le design comme outil d'avantage compétitif, si vous voulez, clairement quand même. Et donc, j'ai pris l'habitude d'avoir une conversation quasi quotidienne avec la styliste. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Et puis, quand arrivait le cahier de tendance, moi, j'avais les fournisseurs pour le cahier de tendance. Je faisais tout avoir le cahier de tendance. Ouais. Il faut aussi avoir les gens qui sont là, quoi. Ouais. Et puis, elle m'a appris à penser cohérence, elle m'a appris à toucher la matière, elle m'a appris à regarder le monde autrement, à le sentir, le monde autrement, etc. Et je me suis dit, mais jamais on m'a parlé d'un truc pareil. Peut-être maman aimait changer les rideaux. J'ai eu la chance d'être dans une famille où j'allais en vacances dans des beaux endroits. Mais bon, voilà, on n'en avait jamais parlé. Ouais. Et ce respect que j'ai acquis, cette humilité par rapport aux connaissances de Natacha, c'est vraiment sur le terrain. Et merci à Jacques Gueden. Et je dis toujours aux étudiants, n'oubliez jamais, ce n'est pas moi qui ai embauché Natacha. Ouais. Donc, c'est lui qui était design leadership, en fait. Ouais. C'était le président du groupe Printemps Prise Unique à l'époque. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites parce que on y reviendra, mais c'est que le design était central, on va dire, dans l'activation de la performance. Vous le dites bien, c'est-à-dire... Il était là, en tout cas, dans une optique que nous gardons maintenant et que je trouve très pertinente maintenant, sur imaginons demain. Ouais. Ouais. Donc, on n'appelait pas ça, maintenant on appelle ça design fiction ou scénario, etc. Ou prospective. Ou prospective. Ouais. Mais là, c'était tangible. Et puis, on avait des échantillons de matière. On pouvait... Vous voyez ? Ouais. Et donc, oui, il y avait... Et après, j'ai fait une autre conférence récemment sur les femmes dans le design, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de femmes stylistes aux États-Unis, etc., dans tout le mouvement des grands magasins. D'accord. Bon, j'en savais rien du tout de tout ça à l'époque. Faut être honnête. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, le Printemps a dit non, mais un peu trop d'acheteurs, là. Puis nous, on avait tous 30 ans. On nous a dit, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Alors là, on est tous partis. D'accord. Et alors, tous les copains qui avaient mon âge sont partis fonder Habitat. Ouais. Donc, vous avez Terence Conran arrivé en France, etc. Donc, ils sont partis dans l'aventure d'Habitat. Et moi, j'ai dit, moi, je vais partir dans l'entrepreneuriat et j'ai monté ma boîte. D'accord. Et donc... Bon, alors, dans l'intervalle, on m'avait donné la fourrure. Dans l'intervalle, j'étais devenue la meilleure manageuse, la meilleure designer du lot. D'accord. La meilleure manager du lot. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que j'ai compris, qu'ont pas compris les autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'avais déjà l'amour de la conversation avec des designers. Et j'ai monté une boîte qui s'appelait America Designer, où j'ai sélectionné des objets des États-Unis. À l'époque, on démarrait les party goods en France, etc. Et là aussi, il y avait des tendances, la tendance d'été, la tendance d'hiver, le décor pour Noël, le décor pour les fêtes. Bon, c'est formidable. Enfin, quand j'y pense, c'était extraordinaire. Donc, j'étais aux États-Unis, choisir des fournisseurs. Enfin, je faisais mon boulot d'acheteur, mais de l'autre côté. Ouais, c'est génial. Okay. Et puis, il y avait le salon Moving. Je faisais une fois par an. C'était cool. J'étais agent. Ouais. Et donc, je prenais les commandes des Galeries Lafayette du Printemps et des bonnes boutiques de partout en France. Et finalement, j'ai fait le même métier, mais de l'autre côté. Ouais.
Et puis, c'est parti avec des objets qui sont venus nourrir le catalogue d'Habitat. Ouais. Et puis, ça devenait une montagne. Puis, j'ai rencontré à l'époque mon mari. Et là, il a dit, bon, on va peut-être s'arrêter, hein, parce que alors, j'étais en train de monter un truc, hein, avec des conteneurs qui venaient des États-Unis, etc. J'avais rien comme trésorerie, quoi, quelque part. Donc là, mon banquier, non, il m'a dit non. Là, on arrête. voilà. Okay. On arrête. Et puis aussi, je voulais une famille. La médecine me disait, il faudrait peut-être vous calmer un peu si vous voulez des bébés. Donc voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis... je me suis dit, quand même, il y a un truc, là, le design. Natacha, elle avait une feuille de paye comme moi. Pourquoi on ne m'en parlait pas à Paris 1 À l'époque, on ne parlait pas vraiment de sciences de gestion, on parlait encore de sciences économiques, etc. Je me disais quand même, il y a eu une efficacité dans ce dialogue, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je devienne différente des autres? Ça pourrait peut-être faire l'objet d'une thèse. Ouais, d'accord. Donc, j'ai été revoir tous mes profs en leur disant je voudrais faire une thèse, etc. Alors là, ils étaient tous d'accord. J'étais une très bonne étudiante et tout ça. Ils étaient tous d'accord. Ah oui, bien sûr, etc. Et donc, j'en ai profité pour essayer de définir ce qu'on fait maintenant quand on supervise une thèse, une question de recherche, en fait. Je dis, moi, je voudrais travailler sur le design. Alors là, il n'y avait plus personne. Hein. Ils sont tous partis comme des... Vraiment. C'était pas une science, en fait, à l'époque. Oui. Et pourquoi alors, mais vraiment 2 ans de ma vie de bataille pour avoir le mot design dans le titre de la thèse. Parce que c'était un gros mot? C'était vraiment un gros mot. Hein. Je je suis désolée, mais là, peut-être qu'en France, effectivement, on l'appelle un peu style ou machin, etc. Mais enfin, voilà, moi, j'ai travaillé avec des designers entrepreneurs aux États-Unis. Ils sortaient d'école de design, ils étaient chief executive officer, ils montaient leur boîte, donc pardonnez-moi, mais ça s'appelle la science économique quand même. Hein. Et donc c'est quand même rigolo la vie, hein. J'ai fait appel. J'ai demandé à voir le président de l'université à l'époque, qui était professeur Nguyen Cho. Je lui ai dit, là, je suis désolée, mais je n'étais pas sur la planète Mars. J'ai travaillé dans des organisations. Je veux faire une thèse sur la science de gestion, sur un mot qui existait dans les organisations. Alors, c'est peut-être nouveau, mais en tout cas, ça existe. C'est intéressant, parce que c'est comme si vous vous battiez pour démontrer que le design générait de la performance, en fait. C'est un peu ce que vous avez vu dans les organisations. Finalement, ça, je n'avais pas vraiment prévu. En fait, honnêtement, à l'époque, je me suis dit... Non, mais c'est juste, là, il y a 2-3 collègues, il faut juste leur apprendre 2-3 trucs, quoi, et puis ça va aller, quoi. En fait, c'est quand même la bataille de ma vie. Et elle reste valable. Alors, d'ailleurs, on rappelle que votre thèse a 40 ans cette année. Donc, voilà, exactement. Donc, c'est beaucoup d'émotions pour moi d'en parler, effectivement. Alors, c'est intéressant parce que, du coup, vous êtes... extrêmement reconnu dans le monde entier sur le design management. Pour quelqu'un qui en a jamais entendu parler, parce que peut-être que parmi nos auditeurs et auditrices, il y a des gens qui savent pas forcément ce que c'est, comment vous définiriez effectivement le design management? Alors, ça m'amusait votre question. Je me suis dit, design management pour les nuls. Mais il y a un bouquin déjà sur le design pour les nuls que je peux conseiller si vous voulez. Mais pour moi, le design, c'était quand même déjà assez clair. C'était incarné. Il y avait Natacha, il y avait les chefs d'entreprise avec qui j'avais fait des contrats. Donc, pour moi, un design, c'était un métier. C'était une compétence, si vous voulez. Donc, quand vous êtes plombier ou médecin ou n'importe quoi, que vous avez des compétences et un métier, il y a toujours une version gestion de votre métier. Vous êtes obligé d'avoir des clients, de penser à une comptabilité, à des logiques de positionnement. Enfin, donc le management et la gestion, c'est quand même un truc qui est commun à tous. Donc à partir du moment où vous dites le design, c'est des compétences, c'est un métier, il faut le gérer. Alors concrètement parlant, quand on a fait le bouquin avec le Design Management Institute, quand les premières discussions un peu sérieuses que j'ai eues après ma thèse, avec des vrais gens qui effectivement avaient ce métier, qui étaient directeurs, design manager d'IBM, du Hewlett-Packard, et là je vous parle dans les années 90,
on a appelé ça design management, mais à la limite, si vous voulez, très honnêtement, ça devrait être design.fm. D'accord. Mais on a bien vu que, regardez dans le marketing, on a bien dit aussi marketing management. Ouais, totalement. Pour vendre du marketing. Et Kotler, il a fait ça. Hein. Donc, peut-être qu'il faut passer par le management pour comprendre que derrière, il y a un mot qui apporte quelque chose. Ça donne une caution scientifique, en fait. Peut-être, c'est un peu ça, ouais. peut-être. En tout cas, si vous voulez, un design manager, un directeur du design en ce moment, parce que en ce moment, c'est pas trop design management, c'est plus le design leadership. OK. Donc, les directeurs du design, ou les chief design officers, ou les head of design, qu'est-ce qu'ils font ? D'abord, ils défendent la science du design, les compétences des designers. Donc, ils vont embaucher une équipe, ils vont avoir des designers de différentes disciplines, et ils vont déjà protéger ce savoir, l'enrichir, faire en sorte que la créativité circule, avoir Maintenant, il y a quand même des entreprises qui ont des bureaux de design dans 18 endroits dans le monde, etc. Donc, il faut déjà gérer ça. Donc, il y a tout l'aspect gestion de la compétence. Et puis après, il y a tout ce que cela implique en termes de design leadership, c'est-à-dire d'infusion de la pensée design et des méthodes du design dans tous les rouages de l'organisation. Alors ça, c'est intéressant. Comment est-ce que vous faites pour avoir une stratégie design et la faire partager par toutes les fonctions de l'organisation. Donc c'est ça le design management, c'est dire, il y a peut-être un truc qui est valable pour la performance de l'organisation, qui apporte quelque chose. J'utilisais beaucoup l'expression un petit truc en plus. Là, avec le succès du film, etc., j'ose plus. mais c'est quand même un petit peu ça, si vous voulez. C'est-à-dire que le design ne va pas remettre en cause tous les autres métiers de l'organisation. Au contraire, il va l'enrichir, c'est tout. Mais ça, c'est intéressant, parce que peut-être pour nos auditeurs, quand on pense design de façon un peu spontanée, on pense le design, la conception d'un objet, un design automobile, un design d'une chaise. On pense moins que le designer peut être une pièce maîtresse dans la conception des organisations et justement dans l'obtention de plus de performances, comme vous l'avez très bien expliqué dans votre propre cas personnel quand vous étiez au printemps. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous militez, c'est-à-dire il devrait y avoir plus de designers en fait dans les organisations parce que ça apporte plus de performance et parce que ça apporte une autre vision du monde? Et si oui, quel est votre point de vue là-dessus? Je trouve ça intéressant de vous entendre. Alors, déjà, je voudrais revenir sur design management, parce qu'il y a eu un article que j'avais lu sur design ménagement. D'accord. Et je me suis dit, oui, ça serait déjà peut-être pas mal, parce que je crois que ce qui est particulièrement en France, je suis très, très étonnée, un designer part de l'humain, sinon c'est pas un designer. Ouais. Ça, c'est... un artiste peut s'occuper que de sa personne, etc. Un designer s'occupe de vous. Ouais. Donc, qui va prendre soin de nous, les humains? Ouais. Alors, on a plein de gens qui sont sociologues, psychologues, etc. Mais il y a un moment donné, si on ne va pas bien, si le système des objets autour de nous ne nous convient pas, nous, humains, qui va prendre soin de nous? Donc, la philosophie des designers au départ, il faut remonter au moment où l'on a créé le design. Moi, je me sens là, aujourd'hui, un passeur de la parole d'un William Morris qui faisait ses conférences, qui avait sa propre affaire de textile et qui était vraiment dans une bataille contre l'arrivée de la révolution industrielle et la manière où elle était en train de broyer l'humain. Hyper intéressant. Donc, le design est arrivé comme ça. Donc, il y avait premièrement protéger l'humain et deuxièmement protéger l'humain contre les objets moches. C'est-à-dire, mais pourquoi on va perdre la beauté du travail de la main et de l'artisan? Et donc, la révolution industrielle, ça a quand même fait ça. C'est-à-dire que ça nous a séparé la main de la tête. Ok. Voilà. Et en fait, les designers, ils nous apportent beaucoup le bon sens, parce que c'est très important dans les écoles de design, vous apprenez par la main. Je ne veux pas rentrer dans le détail de mes batailles pour la thèse, mais la deuxième bataille que j'ai dû faire, en dehors d'avoir le mot design dans la main, c'est que j'arrivais avec 83 définitions du design, et ils m'ont dit non, ça va pas le faire là, 83 définitions, etc. Tant que vous n'aurez pas trouvé des théories du design qui puissent être valables en sciences de gestion, il n'y aura pas de thèse.
J'ai Intéressant. été sauvée par l'arrivée de Mitterrand au pouvoir et la création de l'ENSI, l'école des ateliers. Et j'ai dû passer le concours d'une école du design à 37 ans, avec des étudiants qui avaient tous 19 ans, etc. C'était plutôt drôle, hein. En plus, j'étais enceinte, vous imaginez le truc, pour prouver à mes pairs en sciences de gestion que c'était concret. D'accord. Donc, c'était vraiment une bataille de fond quand même. Hein, Ouais. de fond. Et donc, j'ai compris mieux encore. Natacha m'avait déjà dit plein de choses sur la beauté, sur le sensible, sur la coordination des couleurs, mais finalement, ce que j'avais eu aussi, c'est l'empathie de Natacha qui répondait à mes questions. Et donc, finalement, elle était par rapport à un chef d'entreprise. Bon, vous n'y connaissez rien, mais c'est pas grave, on va vous expliquer, quoi. Ouais. Et ça, moi, je l'ai toujours eu avec les designers. Il y a toujours eu oui, mais c'est pas grave. Donc, cette notion, si vous voulez, de toujours se retourner vers la philosophie et l'attitude du design, c'est ça qui nous manque en ce moment. C'est pour ça que je suis repartie à la bataille, si l'on peut dire. Plus le monde est incertain, plus il est chaotique, plus on a besoin d'une pensée positive qui est « non mais c'est pas grave, on va s'en sortir ». On est des gens qui « donnez-nous des problèmes complexes ». Nous, on adore les problèmes complexes parce qu'on a chevillé au corps cette notion que l'objet va nous aider à comprendre le monde. Ok. Et souvenez-vous d'un gamin qui découvre le monde, il crapaille partout, il touche, il sent, il met les choses dans sa bouche, il est avec ses mains, etc. Et du coup, il apprend le monde, le gamin. Et nous, on redevient des gamins en ce moment, finalement. On a de nouveau besoin de réapprendre le monde parce qu'on n'y comprend plus rien. On s'est trop éloigné, en fait, de l'objet du vivant. C'est intéressant dans ce que vous dites. Il y a deux choses. Il y a le design, c'est aussi la science du vivant, de protéger, vous l'avez très bien exprimé. Et on s'est trop éloigné de l'instant premier, en fait, finalement, qui fait que dans un monde complètement chaotique où les repères sont peut-être un petit peu perdus, on aurait intérêt à revenir à cette essence première de... moi, je crois que oui, il faut que ce soit tous des gamins qui crapahutent par terre, quoi. Parce que d'abord, par terre, c'est plein d'images. Moi, je suis assez pour. Surtout que je travaille beaucoup sur les personnes âgées en ce moment. Et qu'on fait un peu le parallèle avec les 1000 premiers jours du bébé, vous voyez. Et je me dis, oui, c'est très très bien. Tiens, on va faire une métaphore de la personne âgée comme un bébé. Et du coup, ça sera peut-être un peu plus respectueux, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Mais si vous voulez, revenons à ma thèse. La thèse a quand même, si vous voulez... vous me posez la question des business models du futur ou de comment penser le futur, etc. La thèse a donné la preuve parce que c'est pas tout d'avoir vécu pendant 10 ans avec Natacha et avec des chefs d'entreprise, etc. Moi, j'avais des professeurs de sciences de gestion en face de moi, un jury de thèse qui était en sciences de gestion, donc ils voulaient des chiffres, ils voulaient de la preuve. Et donc, les deux choses qui ont apporté ma thèse, c'est d'abord, je me suis dit, on va prendre tous les designs. Donc, les designers aiment beaucoup, comme ils partent de l'objet, donc ils se spécialisent très souvent dans un type d'objet. Donc, c'est du graphisme, c'est du packaging, c'est de l'espace, c'est des produits. Maintenant, c'est du web, de l'expérience client, etc. Et donc, nous, en face de ça, on ne sait toujours pas ce que c'est que le design. Parce qu'il y a le mot design partout, mais voilà. Et pour un chef d'entreprise, non mais qu'est-ce que je vais faire là ? Un coup, il faut qu'il soit à la communication, de l'autre côté, il faut qu'il soit dans la marque. Après, ils vont aller me refaire mes espaces, etc. Mais qui c'est ces gens-là, quoi ? Moi, je me mets dans la chaussure du chef d'entreprise, c'est quand même un peu compliqué quand même. Si on n'a pas fait l'effort de comprendre qu'un objet, finalement, vous donne une vision du monde, et donc il y a un lien entre votre tête, n'oublions pas le cœur, et la main, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si on se met du côté des compétences qu'apporte le design. C'est-à-dire justement cette logique de pédagogie par le faire, etc. Mais on ne leur apprend pas que ça. Il faut revenir à William Morris. C'est une philosophie du monde. Non mais attendez, là, l'humain, il est en train d'être broyé, là. Hein. La beauté aussi, ok, d'accord, mais il y a les deux. Dans ce qu'est un bon designer. Il faut il y a les 10 principes de Dieter Rams, ça reste valable, qui était designer chez Braun. Il y a 10 principes du bon design. Et donc, il y a
le minimum de ressources dans l'objet, parce qu'on ne va pas gâcher, hein, etc. Il y a faire comprendre par un objet on appelle ça le meaning, la création de sens, etc. Mais il y a aussi la capacité à se faire que cet objet soit fabriqué derrière. Donc quand vous réfléchissez 2 minutes en tant que chef d'entreprise, vous vous dites « Ah ouais !» Donc un designer, c'est quelqu'un qui est capable finalement de faire parler ensemble le marketing, qui voit le marché, etc., et qui voit quelque part les besoins des gens, donc Maslow, hein. Mm-hmm. Et de l'autre côté, mes ingénieurs qui me poussent vers plus de machin, plus de technologie, plus de... Et moi, je suis chef d'entreprise et finalement, j'ai beaucoup de conflits entre ces deux manières de voir le monde. Du tout technologique et du tout marché de l'autre côté. Et finalement, on perd un temps fou à faire de la gestion de conflits, là, quelque part. Et là, ça s'appelle le design, votre truc, là. Et il est capable... Ah ben oui, parce que pour faire une chaise, figurez-vous, il faut les trois. Hein. Il faut l'esthétique de la chaise, il faut la personne qu'on va être assise sur la chaise et ce qu'elle va faire. Et il faut aussi la matière de la chaise. Ça, c'est hyper intéressant parce que dans un monde où les ressources sont limitées, où justement un chef d'entreprise doit avoir une vision de se dire comment je peux générer plus d'impact et plus de valeur, finalement, et ça nous intéresse beaucoup à Capital Social parce que le but de ce podcast, c'est de décrypter les business models du futur et donc à impact et à forte valeur ajoutée. Si je vous entends, on aurait intérêt à innover en modèle d'affaires par des designers, quoi, en fait. Ah, mais c'est évident. Ouais. Sauf que si vous allez pas leur parler de business model, etc., vaut mieux qu'ils passent par mes cours. Hein. Parce que c'est pas quand même quelque chose qu'on leur a raconté dans une école de design. Ouais. Hein. Ils sont très protégés dans les écoles de design aussi. On les voit aussi comme des créatifs, comme des gens qui sont quelquefois un peu des tendances autistiques. Hein. Leur sens du détail fait que ça peut être des individus qui mais depuis qu'il y a eu Mathieu Le Hanner, que j'adore, qui a monté les Champs-Élysées tout en blanc, alors que tout le monde était en bleu marine, machin, etc. Je l'ai revu il y a 3 jours et je l'ai embrassé. J'ai dit, Mathieu, quand même, c'est formidable. Parce qu'avec ce ballon qui montait, cette poésie du ballon, etc., pendant les Jeux Olympiques, et c'était fabuleux. On a tous vécu ça, quoi. Bien sûr. Mais après, quand vous vivez derrière le travail qu'il a fait pour fédérer sur le plan technologique, c'était formidable. Ça brûlait, mais c'était pas de la flamme, quoi. C'était fabuleux quand même. Ouais. Donc on voyait que il y avait ce sens de la poésie pour la personne, et en même temps c'était le meilleur de la technologie du moment. Ouais. Et je me suis dit là, oui, c'est un objet qui les gens vont comprendre ce que c'est que le design, quoi, quelque part. Ouais. Il a fait un discours là en présentant le prix, les nominés pour le prix. Il a dit en 2 minutes, oui, finalement, c'est un cheval de Troie, la science du design. C'est un discours bienveillant qui, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Voilà, mais il est bienveillant. Ouais, c'est intéressant. Je fais le parallèle avec les business models. Quand on innove en modèle d'affaires, on ne sait pas forcément où on va aller. Et donc, c'est exactement ce que vous dites. On ne sait pas forcément où on va aller, mais on a une vision de se dire, j'ai envie de générer de l'impact et générer de la valeur. Et donc, on va laisser le flux aller, le cheval de Troie s'en aller. Et depuis que le design existe, je dirais que tous les designers ont toujours été confrontés, si vous voulez, dans une logique... allez, on va repenser le capitalisme, hein, parce que ça va pas du tout là. Il y a toujours eu un discours militant. Hein. On est plutôt de gauche si je peux me permettre, dans les écoles de design. Hein. Puis on n'aime pas trop parler d'argent, enfin tout ça. En fait, du tout la difficulté pour moi de temps en temps qu'ils m'acceptent, en fait, si vous voulez. J'essaie d'avoir un discours bienveillant moi aussi, mais c'est difficile pour souvent aussi par les designers, parce que il y a cette logique de lutte contre la décision à court terme. Hein. Et malheureusement, ils ont des factures comme tout le monde. Et puis, on leur demande quelquefois de faire... on refait le packaging pour la fête des mères. Il va falloir quand même que j'accepte cette mission de refaire le packaging pour 3 semaines, quoi. Mais j'aimerais bien être designer, quoi. J'aimerais bien qu'on me donne du temps pour réfléchir, etc. Donc, c'est pour ça que je me bats aussi en ce moment, parce que je me dis, mais on a tellement besoin
besoin d'eux, justement, d'abord pour aider toutes les personnes qui n'y comprennent rien en ce moment, et puis éviter qu'on en laisse sur le bas de la route. Moi, j'y suis très sensible au niveau du numérique et des personnes âgées, par exemple, si vous voulez. Et puis, effectivement, aider parce que, oui, les designers, ils ont travaillé aussi pour des sociétés qui sont dans l'extraction du pétrole. Et oui, parce qu'il y a toujours eu besoin de rendre tangible l'intangible et la vision. Il y a toujours eu besoin de designers. Et il y a des designers aussi dans l'armée. Ouais. Et bon, il y a plein de designers qui n'iront jamais, mais il y a quand même des designers dans l'armée. Et il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été portées avec des designers et qui venaient de l'armée aussi. Ouais. Donc on est quand même dans cette logique ambivalente de vouloir, d'une manière un peu utopique. Et c'est ça qui m'amuse en ce moment. Mais je dis à mes designers, aux syndicats, etc., mais on y va les copains, mais on y va en armée là, parce que on est en train de nous faire des règlements qui s'appellent le RSE, le RGPD, le machin, le truc, de notre philosophie. Ouais, c'est intéressant. Donc là, on n'a même plus besoin, nous, d'écrire la loi. Moi, je rentre la séance des Cumulus à Nantes. Il y a eu une nouvelle déclaration de toutes les écoles du design du monde, voilà, sur les engagements de toutes ces écoles par rapport justement à la société inclusive, la protection de la planète, etc. Mais je dis, mais qui le sait ? Ouais. Qui le sait en dehors de nous ? On est très très mauvais pour communiquer sur les sciences du design, vous voyez ? Comment vous dire, il y a cette création de sens. Le monde hurle en ce moment dans la création de sens. Il y a trop de changements en même temps et l'humain. Moi, je vis à Metz, je vois bien, même dans un petit groupe politique où j'essaie de leur parler de design, mais ils sont gentils, mais ils disent « Brigitte, c'est compliqué quand même quand tu nous en parles. Nous, on est dans le concret. » Je dis « Il n'y a pas plus concret que les designers. Ouais. Ils veulent qu'on nous poser une question, mais dans la minute, ils vont prendre un papier, un crayon et te faire un proto, prendre de la pâte à modeler, du machin, etc. Je veux dire, un designer, il va commencer par le concret, justement. Ouais.